Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler des conditions d'emprunt à négocier absolument. Donc, dans une précédente vidéo, nous avons vu les IRA, donc les indemnités de remboursement anticipées, comment les négocier, et évidemment, si vous en avez, comment faire la démarche pour anticiper votre remboursement de prêt. Pour quelles raisons ces garanties sont exigées? Dans le cadre d'un achat de biens immobiliers, tout acquéreur ayant recours à un prêt bancaire doit souscrire à l'une des garanties exigées par la banque prêteuse. C'est un élément essentiel pour obtenir l'accord du prêt immobilier de la banque de l'établissement prêteur. Pour accorder un prêt, la banque analyse la solvabilité de l'emprunteur, mais celle-ci peut évoluer au fil des années. Évidemment que les personnes qui ont un salaire à 20 ans de 1300 n'auront sûrement pas le même salaire à 30 ans, donc la solvabilité évolue au fil des années. Les garanties de prêt immobilier lui permettent donc, en tant que prêteur, de se protéger et d'obtenir, en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, un remboursement partiel ou total du montant prêté. Dans une telle situation, ce dispositif juridique permettra aux établissements prêteurs de faire vendre le bien financé ou les biens mobiliers nantis, afin de récupérer les fonds avancés, en cas de défaillance de l'emprunteur ou d'obtenir le remboursement des sommes dues par une caution. Donc, quelles sont les garanties demandées? Donc, tout d'abord, on peut mettre en évidence le PPD, qui est le privilège de preneur de deniers, garantie à la banque qu'elle sera indemnisée en priorité en cas de saisie et vente du bien immobilier. Ce dispositif, qui ne concerne que les biens anciens, est valide si les actes de vente et d'emprunt sont établis chez un notaire. Il nécessite une inscription du privilège de preneur de deniers réalisée par le notaire. Attention tout de même, en cas de remboursement anticipé du crédit, l'emprunteur devra demander la mainlevée du privilège de preneur de deniers et de ce fait s'acquitter des frais de mainlevée. La banque devient ainsi un créancier privilégié qui perçoit avant les autres les mensualités dues en cas de vente du bien immobilier, suite à la défaillance de l'emprunteur. Le privilège, le PPD, on va dire, voilà, constitue donc une garantie de prêt immobilier solide et moins onéreuse que l'hypothèque. Le cautionnement. Donc le cautionnement, c'est vraiment ce qui est privilégié par les emprunteurs. Dans le cas du cautionnement, 3 acteurs sont liés, à la fois l'emprunteur, la banque prêteuse et un organisme de cautionnement. Le rôle de ce dernier est de rembourser les mensualités de crédit auprès de la banque, dans le cas d'un défaut de paiement de l'emprunteur. Il se retournera ensuite contre l'emprunteur. Le type de caution le plus connu est la caution solidaire, c'est-à-dire lorsqu'une personne physique ou morale se porte caution pour l'emprunteur. Le cautionnement hypothécaire, quant à lui, implique qu'une tierce personne donne en garantie un bien réel lui appartenant. Le cautionnement fonctionnaire permet aux titulaires de la fonction publique de bénéficier de garanties de prêt immobilier à moindre coût. Il existe également des cautions pour les anciens élèves de grandes écoles, les militaires, etc. Si une personne se porte caution pour un prêt immobilier, la banque étudie sa situation financière, familiale et patrimoniale avant d'accepter. Garantie de prêt immobilier préférée des emprunteurs, le cautionnement permet entre autres de récupérer une partie des sommes versées à l'issue du prêt. En outre, il ne nécessite pas la présence d'un notaire, donc moins de frais à prévoir. Très souvent, l'emprunteur verse une cotisation à un fonds mutuel de garantie, FMG, en fonction du capital emprunté, et se voit rembourser une partie des fonds lors du remboursement du crédit immobilier. La caution mutuelle est une piste à étudier sérieusement pour garantir un prêt immobilier à moindre coût. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais demandé à mon banquier pour mon tout premier emprunt et qui m'avait été refusé. Parce que mon banquier est allé voir, avait contacté un fonds mutuel de garantie, FMG, qui lui, d'après mes revenus qui étaient trop peu conséquents, avait refusé. Donc j'ai dû me rabattre sur une hypothèque et un PPD. L'hypothèque consiste à donner un bien immobilier en garantie à la banque, bien qui pourra être saisi et vendu aux enchères en cas de non-paiement du crédit par l'emprunteur. Donc là, je pense que l'hypothèque, tout le monde se doute, tout le monde sait ce que c'est. Bien souvent, l'hypothèque est utilisée pour financer des travaux de construction ou renégocier un prêt. Mais son coût est assez élevé, puisque de nombreux frais s'y ajoutent.
en particulier la taxe de publicité foncière. L'hypothèque fonctionne sur tout type de biens, les biens de construction, les biens en construction comme les VFA, les biens anciens, maisons de construction, etc. Enfin, en cas de remboursement anticipé du crédit ou de revente du bien, des frais de mainlevée s'appliqueront. L'hypothèque est une garantie de crédit immobilier onéreuse, mais elle est réalisable dès lors que l'on devient propriétaire d'un bien immobilier. C'est vrai que là, au moins, le banquier a une garantie, mais il ne peut pas refuser l'hypothèque. Moi, on m'avait refusé la caution solidaire, le cautionnement, mais l'hypothèque ne me dérangeait pas non plus. Par contre, elle était plus onéreuse, ça c'est vrai. Elle ne nécessite aucune sollicitation de tiers, ni mobilisation d'épargne. Enfin, le nantissement, contrat liant l'emprunteur à la banque. Le nantissement permet d'obtenir un crédit tout en donnant en garantie une partie de son patrimoine financier. Il porte sur des biens incorporels tels que un compte d'épargne, une assurance vie ou un compte titre. Le nantissement peut également porter sur une partie du fonds de commerce. La valeur des fonds doit être au minimum équivalente au capital emprunté. C'est une garantie de prêt immobilier simple lorsqu'on dispose d'un portefeuille de valeur mobilière. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais utiliser aujourd'hui si c'est pas trop onéreux. C'est vrai que c'est quelque chose sur quoi je me suis très peu renseigné, mais aujourd'hui, vu que j'ai un CTO, j'ai un PEA et un PEA PME, j'ai même 2 CTO, avec des valeurs mobilières qui sont assez intéressantes. J'ai même une SICAV, donc ouais, ça peut être faudrait voir, faudrait que je me renseigne davantage. En cas d'impayé, le créancier bénéficiaire du nantissement pourra vendre les biens afin de se rembourser. Les frais liés au nantissement sont réduits. Donc les IRA, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette garantie. Comment réduire les frais de garantie? Lors de vos discussions avec la banque, avant d'obtenir un prêt, avant l'offre de prêt, la question de la garantie du crédit intervient. Les frais de garantie d'un prêt immobilier viennent s'ajouter aux frais annexes de crédit comme les frais de dossier, l'assurance du prêt, etc. Il n'existe pas de garantie de prêt meilleure que d'autres, mais il en existe de plus onéreuses. Ces frais de garantie de prêt immobilier ne sont pas négligeables, par exemple les frais de rédaction de l'acte devant le notaire et les frais d'enregistrement de l'acte peuvent représenter jusqu'à 2% du capital emprunté. Notez une autre différence entre les garanties réelles et les garanties personnelles. Le coût de l'hypothèque et du PPD est définitivement payé. En outre, des frais de mainlevée peuvent s'ajouter comme on l'a vu précédemment. Le coût d'une caution est souvent divisé en deux, une partie acquise à l'organisme et une partie rétrocédée à l'emprunteur en fin de prêt. Vous devez donc envisager le coût global en fin de crédit. Comment réduire les frais de garantie? Encore une fois, chaque point d'un crédit immobilier est à négocier avec l'aide de votre courtier, ou vous pouvez également vous former gratuitement avec beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à vous lancer dans l'immobilier, à savoir au moins négocier votre prêt si vous n'êtes pas forcément dans l'investissement locatif, au moins pour négocier le prêt de votre résidence principale ou résidence secondaire. Il y a pas mal de livres qui sont très intéressants à ce sujet aussi. Pour moins de 100 euros, vous pouvez être un as en immobilier, franchement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, pour réduire les frais de garantie de prêt immobilier, l'emprunteur peut par exemple étudier les possibilités de cautionnement, mutuelle, caution crédit logement, garantie de prêt fonctionnaire, etc. Présenter un profil emprunteur attractif et un dossier de financement complet. C'est quelque chose que je vais essayer de vous partager prochainement. Quand j'avais 22 ans, j'ai fait mon premier emprunt immobilier pour du locatif. Et j'ai fait un dossier bancaire d'une vingtaine de pages à peu près. Et franchement, mon banquier avait rarement vu ça. Bon, après, bien sûr que je pense qu'il en avait vu des bien plus complets. Mais je pense qu'il était quand même assez surpris de ce que j'avais donné. Donc voilà, je pourrais essayer de vous le partager. Et je pense que ça peut en intéresser certains qui sont perdus, qui n'ont pas l'habitude de faire ça, qui n'ont pas l'habitude d'avoir à réaliser des travaux de synthèse. Donc voilà, pour négocier une diminution des frais annexes. Comparer les offres globales de prêt immobilier des banques, donc avant de négocier
Avant de signer une offre de crédit chez votre banquier, n'hésitez pas à faire le tour des banques, c'est évident. Vous allez comparer toutes les conditions et surtout le plus important, le TAEG. Pour ce faire, votre courtier vous sera d'une aide précieuse, évidemment, mais vous pouvez le faire par vous-même, ça vous coûtera encore moins cher. L'assurance emprunteur, avec la loi Hamon, pouvez-vous résilier l'assurance d'un prêt immobilier en cours? Oui, le nouveau contrat d'assurance doit néanmoins respecter les garanties minimales, donc c'est décès et invalidité, exigées par votre établissement bancaire. Vous pouvez résilier votre contrat d'assurance. Depuis le 1er juin 2022, tous les emprunteurs souscrivant un contrat d'assurance de prêt immobilier peuvent en changer à tout moment. C'est vrai que quand moi j'avais commencé l'immobilier, il fallait attendre un an, il fallait vraiment attendre un an à compter de la date d'anniversaire du contrat. Ça, c'est quelque chose qui est terminé aujourd'hui. On peut changer à tout moment. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de demander une délégation d'assurance. Et ça peut être intéressant, mais si vous avez un dossier bancal, n'hésitez pas non plus, pour quelques pourcentages de frais, n'hésitez pas non plus à prendre cette assurance. Il ne faut pas non plus que ça fasse capoter votre offre de crédit. Depuis le 1er septembre 2022, tous les emprunteurs ayant un contrat en cours peuvent également changer à tout moment leur assurance emprunteur sans attendre leur première année de contrat, comme c'était le cas auparavant. Pour résilier votre contrat, vous devez adresser un courrier recommandé à votre assureur. Vous devez indiquer à l'assureur la date de prise d'effet du nouveau contrat d'assurance accepté par votre organisme prêteur. Nota bene, la banque dispose d'un délai de 10 jours pour y répondre. Elle conserve la faculté d'y opposer un refus. Ce dernier doit être communiqué et justifié par un motif légitime, par exemple la non-équivalence des garanties entre les deux contrats. Donc c'est vrai que lorsque l'on veut changer de contrat d'assurance, il faut que notre nouvelle assurance ait au moins les mêmes garanties que l'ancien contrat. Sinon, notre ancienne banque peut s'y opposer. Faut-il renégocier son prêt immobilier? Donc je pense que beaucoup de personnes se sont déjà posé cette question au bout d'un certain moment. Est-ce que ça ne serait pas envisageable de négocier son taux immobilier? Donc renégocier en période de taux bas, seulement en période de taux bas, imagine, ça me semble logique. Donc par exemple, là on a un article du Parisien qui donne 3 exemples d'emprunts renégociés. Donc à Rennes par exemple, en 2015, un emprunt pour un total de 225 000 euros, à un taux de 1,60 sur 15 ans. Coût total du crédit, 28 000 euros. Il a été renégocié à 170 000, mais à un taux de 0,55%. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est plus que gratuit. C'est cadeau. Donc un gain de plus de 10 000 euros évidemment. Et ça peut être extrêmement intéressant en période de taux bas. Renégocier son taux, imaginons que vous avez un crédit depuis 2018, renégocier votre taux aujourd'hui, je pense que ça va être très compliqué. Vu que les taux ont beaucoup augmenté, je pense que c'est pas la bonne idée, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire avec le temps. Renégocier votre taux. Mais en tout cas, ce que je voulais aussi mettre en évidence, c'est qu'il ne faut pas renégocier la durée de votre emprunt. Pas forcément, ça dépend de votre stratégie. Mais si c'est pour du locatif, non, il faut laisser courir. Si vous avez eu un taux à 1,15 sur 20 ans, laissez courir parce que l'effet de levier est énorme. Si vous avez eu un taux à 1,15 il y a 5 ans, on va dire, et que vous voulez baisser la durée de votre emprunt, je sais pas, vous avez eu beaucoup d'argent sur votre compte en banque, vous voulez quasiment rembourser le crédit d'un coup, en anticipé, on va dire que vous avez un crédit sur 20 ans. Et là que vous voulez diminuer la durée sur 5 ans, là vous allez faire une grosse erreur. Vous aurez très rarement l'opportunité d'avoir un taux à 1,15. Aujourd'hui, les taux sont à plus de 3%. Si vous remboursez tout en anticipé et que vous allez refaire un emprunt à l'avenir, vous allez perdre énormément d'argent. Donc voilà, c'était un petit aparté. Donc pour conclure, comme là cette vidéo commence à être un petit peu longue, pour conclure, donc tout ce qu'il faut vraiment négocier avec votre banquier, c'est des choses qui sont vraiment faisables, même si vous négociez un tout petit peu sur chaque critère, c'est largement faisable et sur le long terme, ça va vous faire gagner énormément d'argent.
Négocier les frais de garantie, donc ça peut être les frais de dossier, les frais d'assurance, etc. Ça, j'ai essayé, ça n'avait pas marché avec certains dossiers, ça n'avait pas marché avec d'autres, ça a fonctionné. Ça dépend vraiment de votre dossier, de votre salaire à ce moment-là, de tous vos comptes, etc. Voir une délégation d'assurance emprunteur. Ça peut être intéressant, mais de moins en moins avec la loi Hamon. Pourquoi pas prendre l'assurance chez votre banquier actuel et partir au bout de 6 mois si vraiment elle est chère, n'hésitez pas à partir. Négocier les indemnités de remboursement anticipé. Donc ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et c'est relativement simple de demander l'exonération. Négocier le taux. Bon, ça, c'est relativement facile. Après, plus ou moins facile dans le sens où vous pouvez négocier 0,10%, 0,20%. Mais ça va être plus compliqué de négocier plus. Négocier le type de garantie, donc PPD, cautionnement ou hypothèque. Tout dépend si l'organisme pour le PPD, pour le cautionnement, accepte votre dossier. Négocier la durée. Donc plus la durée est longue, plus c'est compliqué de l'obtenir. Aux alentours de 20 ans, il n'y a aucun souci. 25, ça commence à être compliqué pour certains dossiers. Et 30, il y a très peu de banques qui le font. À l'époque de mes parents, 30 ans, il n'y avait aucun souci. On pouvait même emprunter sur 35 ans. Aujourd'hui, 25, ça reste presque le maximum. 30 ans, on y arrive, mais pour des dossiers solides. Et souvent pour une résidence principale. Négocier l'assurance P&O. Donc voilà, souvent votre banquier, il va vous proposer une assurance propriétaire non occupant. Pour du locatif, évidemment. Donc ça sera à vous d'accepter ou non. Tout dépend du prix. Moi, je sais que je paye 10 € par mois. Donc c'est peanuts. C'est presque comme la concurrence. Des fois, il vaut mieux satisfaire un petit peu son banquier en acceptant certaines conditions qui pourraient être plus avantageuses chez les concurrents. Mais l'écart est trop faible en fait. Le delta est trop faible. Donc autant tout concentrer autant concentrer le plus de choses chez son banquier, si ça reste assez avantageux, on va dire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et pour plus de précision, n'hésitez pas à m'écrire un email.